Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est nickdetr.fr et aujourd'hui pour ce nouveau technique, on va tester du lourd puisqu'on va tester le Valve Index. Alors déjà, avant de commencer le test, je voulais dire un gros merci à Gret Xerox, qui est un de nos habitués sur le site etr.fr et qui a eu la gentillesse de me prêter son Valve Index tout le week-end puisque je n'ai pas encore reçu le mien. Et Gret a aussi une chaîne YouTube, donc si vous voulez aller le soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je vous mets le lien dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous propose de démarrer avec un petit unboxing des familles. Déjà, premier constat sur la boîte, elle fait moins boîte de transport que ce qu'on a l'habitude de voir chez Oculus, elle n'est pas super pratique à fermer, je trouve. Bon, sur le packaging, c'est pas génial. Après, c'est le casque qui nous intéresse. Donc pour ceux qui connaissent pas encore le Valve Index, c'est le casque, comme son nom l'indique, de Valve, et il se présente comme ceci. On a une sangle dure tout autour du casque, équipée de 2 écouteurs, et c'est ce qui va faire un peu l'originalité de ce casque, puisque les écouteurs, on va pas pouvoir, comme sur le HTC Vive, venir les rapprocher des oreilles. Ici, ils vont rester en suspension, on va aller tester ça juste après. Sur la façade avant, on peut voir 2 caméras qui serviront à pouvoir accéder à notre environnement. Ça sert pas à faire du positional tracking, donc la détection de la position du casque dans l'espace comme un Oculus Rift S par exemple. Le Valve Index utilise pour ça les balises de SteamVR comme le HTC Vive ou par exemple le Pimax 8K. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut retirer la façade avant du casque et ainsi accéder à un port USB et un petit encart. On va pouvoir mettre peut-être un petit objet complémentaire. Ça pourrait être un Leap Motion par exemple pour détecter les doigts sans avoir besoin de contrôleur, ou il y en a qui ont même mis des écrans LED pour se la jouer un peu comme dans Ready Player One en mettant des chiffres en format LED devant les yeux. De ce côté-là, on trouve un petit coussin ici qui est, et ça c'est sympa, aimanté. Et donc on va pouvoir comme ça venir l'ôter très facilement pour pouvoir soit accéder aux lentilles, soit le changer et le nettoyer. Le coussin similaire derrière, voilà, également molletonné, un peu comme on peut le trouver sur le HTC Vive. D'ailleurs, la sangle arrière ressemble beaucoup à celle du HTC Vive, à la particularité près qu'on trouve également une mousse en complément qui peut venir se loger ici et qui peut venir renforcer encore un peu plus le confort à l'arrière de la tête. Voilà, ça peut être aussi pratique pour les petites têtes, par exemple pour les enfants, puisque du coup ça va permettre de serrer un peu plus le casque. Au niveau des lentilles, on est sur des lentilles de type Fresnel, donc c'est pour ça qu'on voit les espèces d'auréoles. Ça devient un vrai classique en réalité virtuelle et il est possible, contrairement au Rift S par exemple, de pouvoir éloigner ou rapprocher les 2 lentilles en jouant avec le petit réglage, la petite molette qu'on appelle la molette IPD, donc qui permet en fait de pouvoir régler l'écart entre les 2 lentilles pour correspondre à l'écart que vous avez entre vos 2 pupilles. Et ici, assez pratique, on a un petit réglage ici qui va nous permettre de rapprocher ou d'éloigner le coussin des lentilles. Et donc permettre d'avoir un emplacement plus large, par exemple si on porte des lunettes, ou pouvoir s'adapter plus à la forme de notre visage ou à notre propre vue. Au niveau de la connectique, on a un câble ici qui peut se détacher, donc ça c'est assez pratique, si on tire dessus, ça permet de ne pas le casser. Ça permet également de remplacer les extensions si besoin. Le câble fait à peu près 4 mètres. Et il se termine par une sortie DisplayPort pour la vidéo, une sortie USB pour tout ce qui est data, et ici un petit connecteur qu'on va venir brancher sur le chargeur fourni, voilà, juste ici, et donc ainsi le brancher sur l'alimentation. Pour rappel, le Valve Index s'achète en différents packages. On peut acheter le casque seul, il vaut un peu plus de 500 €, le casque avec les contrôleurs, ou encore le pack complet avec le casque, les contrôleurs et les balises 2.0, et là ça vous fait un peu plus de 1000 €. Donc là je suis sur le pack avec le casque et les contrôleurs, et donc ces contrôleurs se présentent comme ceci. J'ai fait toute une vidéo qui les explique vraiment dans le détail, mais ce qu'il faut savoir sur ces contrôleurs là, la petite particularité, c'est qu'on peut les glisser comme ça autour de la main, les serrer ici, et comme ça ils tiennent, on peut la lâcher, c'est super cool. Voilà, j'ai vraiment fait une vidéo très complète sur le sujet, je vous invite à aller la consulter si vous voulez plus d'infos sur la prise en main, la tenue de ces contrôleurs. Même si dans la suite de la vidéo, bien évidemment, on va aller tester tout ça. Petit point quand même important, faites super gaffe à pas trop tirer à ce niveau-là, parce que sinon vous allez finir comme celui que Very m'a prêté, c'est-à-dire qu'il s'est cassé quand j'ai forcé un petit peu à force de l'utiliser. Surtout vous lui dites pas, hein. Bon allez, assez parlé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je commence à être assez pressé d'aller tester ce petit bijou technologique dans mon laboratoire. D'ailleurs, j'ai même prévu un ou 2 tests spécifiquement pour ce casque.
Et donc me voici dans mon laboratoire et déjà la première chose que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que j'ai pas de micro, tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser le micro du Valve Index puisque celui-ci est tout simplement d'excellente facture. Donc toute la suite de la vidéo que vous allez voir à présent se fait avec le micro du Valve et donc vous allez pouvoir vous-même constater de sa qualité. Alors première remarque concernant le Valve Index, c'est que là je me suis positionné en 120 Hz, j'ai fait tous mes tests en 120 Hz, là je refais les tests pour l'enregistrement, donc je vais plutôt tourner autour de 40-50 avec l'enregistrement, mais sinon dans tout mon laboratoire, le test avec une GTX 1080 en 120 Hz tourne assez bien, donc 120 images par seconde. Par contre, dès que j'ai voulu monter à la fréquence du dessus, c'est-à-dire 144 Hz, là, ça laguait trop pour ma 1080 et donc impossible de tester mon Technic Laboratory dans cette fréquence-là. Et du coup, je pense que ça sera assez compliqué d'utiliser cette fréquence dans la plupart des jeux. Allez, on passe sur le test du champ de vision. Et alors le champ de vision, c'est un véritable point sur le Valve Index puisque Valve avait parlé d'améliorer le champ de vision d'environ 20 degrés supplémentaires par rapport au HTC Vive. On va aller tester ça tout de suite en mesure réelle sur le HTC Vive en champ de vision horizontal. J'étais à peu près à 100 degrés, contrairement aux 110 qui étaient annoncés. Et donc si je teste sur le Valve Index... Alors avant d'aller plus loin dans la mesure, autre point important, le Valve Index, je vais le serrer un peu plus. Voilà, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le coussin de derrière, alors qui est très confortable, hein, le Valve Index a l'air vraiment très confortable, il faudra le vérifier sur des sessions longues, mais les coussins sont très agréables, et donc il faut vraiment le serrer sur la tête pour bénéficier d'un champ de vision assez large. Si vous le serrez pas trop, en fait, le champ de vision va pas tant évoluer que ça par rapport au Valve. Donc là, je l'ai quand même relativement serré, mais pas trop quand même, que ce soit assez confortable pour que je puisse jouer. Voilà, 110, 111 degrés de champ de vision horizontal. Donc on n'est pas à plus 20 degrés par rapport au HTC Vive, en tout cas pas sur le champ de vision horizontal, on est à peu près à plus 10 mesuré. Alors si vous serrez vraiment comme un malade le casque, j'ai vu que j'arrivais à peu près à 113, 114, donc arriver à faire plus 14 par rapport au Vive, mais ça devient très désagréable dans ces conditions. Allez, je valide le champ de vision horizontal et je mesure à présent le champ de vision vertical. Donc environ 100 degrés de champ de vision vertical, c'est pas mal du tout, j'étais à peu près à 90 degrés sur le HTC Vive premier du nom. Donc là encore, je fais un petit plus 10, bah finalement, plus 10 degrés de champ de vision horizontal, plus 10 degrés de champ de vision vertical. Sur la diagonale, on n'est pas loin des plus 20. Bon, avoir un champ de vision intéressant, c'est pas mal, mais est-ce qu'il est déformé? Allez, test de déformation, donc je me mets bien en face et je regarde à partir de quand l'image commence à se déformer. Et à cette question, malheureusement, oui, il y a un petit peu de déformation, je trouve, dans le Valve Index. En tout cas, j'en perçois légèrement sur les côtés. Je dirais qu'autour des 90 degrés, à peu près de champ de vision horizontal, j'ai mes bandes qui commencent légèrement à se déformer. Je vous rassure, c'est pas quelque chose de dramatique, mais on le remarque un petit peu. Allez, autre test très important pour les amateurs, notamment de films en réalité virtuelle, le lens glare. Le concept du test est ultra simple. J'affiche un texte tout blanc sur un fond tout noir et on laisse fuiter la lumière. Alors, ce qui est particulièrement étonnant avec le Valve Index, c'est que j'ai pas du tout de lens glare ou très peu au centre de l'image. Par contre, j'ai une espèce de diffusion du lens glare sur les pourtours des lentilles. C'est un effet que j'avais pas vraiment vu jusqu'à présent dans les casques de réalité virtuelle. C'est moins désagréable qu'un lens glare au milieu de l'écran, mais c'est pas super agréable sur les contours. Je sais pas trop quoi en penser, on verra vraiment à l'usage, mais dans l'ensemble ça a l'air plutôt mieux que ce qu'on a l'habitude de voir. Sur ce test là, je mettrai le lens glare en termes de perception autour de celui du Rift S, donc à un niveau plutôt bon. J'aime bien aussi parler du ce qu'on appelle du sweet spot des lentilles quand on passe sur ce test là, c'est quoi? C'est que il faut effectivement assez bien régler votre casque devant vos yeux. Donc le point de netteté des lentilles paraît assez large. Par contre, si vous vous en écartez, ça devient tout de suite très flou. Donc bien positionner le casque devant les yeux et bien le serrer derrière quand c'est fait. Allez, on poursuit les tests avec le test de couleur. Donc déjà on va commencer par le dégradé de noir et blanc. Qu'est-ce que je remarque? Les blancs sont pas complètement blancs. Ça paraît un peu mieux que sur un Pimax par exemple, qui est aussi sur une dalle LCD, mais c'est pas aussi bon que ce qu'on peut trouver sur les dalles OLED, notamment par exemple Oculus Quest. Concernant les noirs, là encore, on est sur un noir un peu palo. J'ai connu des noirs beaucoup plus profonds sur les casques avec des dalles OLED. Donc en termes de rendu contraste noir et blanc, on est sur quelque chose de relativement correct, mais pas exceptionnel. Donc je me tourne vers le test des couleurs. Et là, si c'est
pas trop mal, on a des couleurs assez contrastées qui semblent assez respectueuses de la gamme de couleurs que j'ai mise. Malheureusement, on est sur quelque chose de nettement moins éclatant que ce qu'on peut trouver sur des dalles OLED. Bon, forcément, la dalle LCD oblige. Par contre, certains trouveront peut-être ça plus réaliste que ce qu'on peut trouver sur des dalles OLED pour certaines nuances de couleurs. Donc à vous de voir selon vos préférences. Ce sera pas super contrasté, ce sera pas super pétant, mais ça a l'air assez respectueux et c'est de bonne qualité. Allez, on enchaîne tout de suite sur le test de vue du Valve Index. Alors celui-ci, il permet vraiment de mesurer la netteté du casque à peu près 3 mètres de distance. Alors, je fais un test, comme chez l'ophtalmo. Donc pour les conditions du test, je le fais systématiquement dans les mêmes conditions, quels que soient les casques, c'est-à-dire en super sampling à 100%. Ça me permet ainsi de les comparer. Bien évidemment, si vous montez le super sampling, vous allez percevoir un meilleur niveau de netteté, mais bon, il faut bien comparer ce qui est comparable. Et si vous augmentez le super sampling, forcément, vous allez perdre en FPS, donc en fonction de la configuration, vous ne pourrez peut-être pas forcément le faire. Et donc sur un super sampling par défaut, j'arrive niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 7,5. Après le 8 commence à être difficile à lire, donc je le mettrai à peu près à 7,5 en termes de netteté. J'ai poussé le super sampling jusqu'à 200%, on arrive à peu près à 9, et c'est les résultats que j'obtiens avec un Pimax 8K, à peu près, voilà, pour donner une échelle de comparaison. Donc c'est bien mieux qu'un Vive, mais c'est pas aussi bon qu'un Pimax 5K+, sur ce point-là, faut le noter. Allez, pour ce test-là, on va aller pousser le texte le plus loin possible jusqu'à ne plus arriver à le lire. Là encore, c'est un niveau très proche du Pimax 8K. C'est également un peu moins bon que le Pimax 5K+, mais ça reste dans le haut du panier de ce qu'on peut trouver en VR aujourd'hui. Alors, pour tester le son, c'est très simple. Je me suis mis une bande-annonce Dolby Atmos dans un espèce de cinéma virtuel. Et donc, ça me permet comme ça d'avoir une séquence avec un son super spatialisé dans le casque. Voilà, dirigez surtout bien les écouteurs vers vos tympans. Oh là là, ça envoie du lourd, il y a vraiment de bonnes basses. Et ce qui est super agréable, c'est qu'on a le casque qui ne touche pas les oreilles, notamment en été, là, quand on a très chaud, ça évite de trop transpirer les oreilles. Et on se sent vraiment à l'air libre et ça donne un côté au son très spatialisé. C'est vraiment bien vu, Valve, sur le test du son. Voilà, alors autre test du son, je me suis fait une petite animation comme vous pouvez le voir ici, où j'ai un petit robot de Portal qui tourne tout autour de moi. Et donc ça me permet vraiment d'essayer de percevoir l'emplacement où se trouve le robot. Alors c'est très marrant parce que j'arrive vraiment à deviner où il est juste en écoutant le son. C'est vraiment très bien spatialisé. Il arrive par là et il arrive par là. Et là il doit être vers le bas, voilà. Et donc j'essaye de ne pas regarder, je ferme les yeux en même temps dans le casque. Et juste en fermant les yeux, voilà, en faisant le test, j'écoute et regardez, je vais faire le geste du bras pour vous indiquer où est-ce qu'il est. Et le dernier test que j'ai inventé pour ce test du Valve Index, c'est le test de la fréquence. Et donc pour ce test de fluidité, en fait j'ai mis un petit robot en face de moi qui me tire des balles dessus. Et l'idée c'est de savoir si les balles je perçois leur mouvement de façon complètement fluide ou saccadée. Et je peux vous dire que dans ce test là, le Valve Index s'en sort à brio quand je suis à 120 images par seconde et pas en enregistrement comme ici. Même à 175% de vitesse des balles, alors que d'autres déjà à 100% de vitesse, je sens quelques saccades. À 175% de vitesse des balles, je garde un mouvement très fluide du mouvement des balles dans cette expérience. Ce qui prouve que le Valve Index, avec sa fluidité, va être très efficace pour les jeux de type tir où on voit les balles fusées, ou encore des jeux de ping-pong ou de sport qui nécessitent une certaine fluidité qu'on peut ne pas avoir dans tous les casques de réalité virtuelle. Allez, c'est bien beau tous ces tests, mais vous avez peut-être à présent envie de savoir ce qu'il a dans le ventre dans des véritables jeux ou applications. Alors j'y ai passé quelques jours, j'ai vraiment pu tester beaucoup de jeux, allant de Skyrim à Assetto Corsa, en passant par les classiques comme Beat Saber. Alors déjà, pour les jeux, il faut séparer deux choses. D'un côté, on a le casque, de l'autre, on a les index contrôleurs. Il y a des jeux où la combinaison des deux va vraiment bien marcher. Je pense par exemple à Beat Saber où la netteté du casque, plus sa fluidité poussée par rapport aux autres solutions associées à une très bonne prise en main des Valve Index contrôleurs qui ne nécessitent pas vraiment d'interaction avec les boutons et donc aucun problème de compatibilité quelconque avec le jeu, ça fonctionne rudement bien. J'ai même réussi à améliorer certains de mes scores.
Là aussi où la combinaison du Valve Index et des index contrôleurs fonctionne très bien, c'est par exemple avec le jeu Aperture Hand Lab. C'est un jeu totalement dédié à l'interactivité du hand tracking avec des personnages de l'environnement de Portal. C'est super drôle, super fun, dommage que ce soit pas en français, mais le tracking des doigts est parfaitement adapté, parfaitement reconnu, c'est une vraie démonstration technique et ça marche rudement bien. Si on ajoute à ça une qualité d'image vraiment très bonne dans le Valve Index, c'est une super expérience. Là où la combinaison des deux marche aussi très bien, c'est pour tout ce que j'ai pu tester en émulation via Revive des exclusivités Oculus Rift. Et oui, jusqu'à présent avec les manettes du Vive, c'était parfois un peu compliqué d'interagir avec les boutons, les émulations de boutons des Oculus Touch. Là, le casque émule parfaitement un Oculus Rift, mais en plus de ça, les index contrôleurs viennent assez bien émuler les touches. On appréciera notamment la présence des sticks, la présence des boutons, et donc une interaction avec les jeux Oculus vraiment très bonne. Que ce soit dans l'Oneko, que je présente là en vidéo, ou encore Robo Recall, qui était justement assez difficile à jouer avec les Vive Controllers, ça fonctionne rudement bien, on s'éclate, et en plus on apprécie par exemple dans Robo Recall, quand les balles fusent autour de soi, la fréquence poussée du Valve Index. Voilà, d'ailleurs pour ces 3 exemples, j'ai été particulièrement bluffé encore une fois par la restitution sonore, l'enveloppement sonore du Valve Index. C'est vraiment de l'excellente qualité. On se sent plongé dans l'environnement. C'est super agréable de ne pas avoir d'écouteurs collés aux oreilles, mais d'avoir un véritable retour audio positionné, très dynamique, avec de bonnes basses et de bons aigus. Ça scoute tellement par moment qu'on a même l'impression d'avoir des retours haptiques au-dessus des oreilles. Le Valve Index s'en sort également très bien dans tout ce qui va être contenu vidéo. En effet, les lentilles semblent un peu traitées pour atténuer le screen door. J'ai remarqué ça parce que j'ai l'impression que sur certaines zones des lentilles, le screen door est un peu plus présent, mais quand on regarde vraiment au milieu, il est nettement atténué. C'est aujourd'hui peut-être le plus faible que j'ai pu voir jusqu'à présent dans un casque de réalité virtuelle. C'est même un peu plus faible qu'un Pimax 5K+, par exemple, et c'est particulièrement adapté au contenu vidéo. Si on met de côté encore une fois que c'est une dalle LCD, et donc on n'aura pas le rendu des contrastes ou des couleurs qu'on pourrait avoir dans un Oculus Quest par exemple. Encore une fois, avec une bonne netteté et surtout sa fluidité boostée, j'ai particulièrement apprécié le Valve Index dans tout ce qui était jeu de voiture. Ici, je joue à Assetto Corsa, l'expérience est vraiment top. C'est super fluide, les mouvements des véhicules quand ils passent à côté semblent super naturels. Néanmoins, certains jeux ne semblent pas encore tout à fait supporter le Valve Index, même si c'est indiqué sur la fiche. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lancer par exemple Arizona Sunshine malgré plusieurs essais. Donc ça semble encore un petit peu buggé, ça sera sans doute amélioré prochainement. Dans d'autres jeux, c'est pareil, les contrôleurs sont pas super bien positionnés. Je pense à certains jeux de ping-pong. Vous pourrez par contre jouer à paddle up, là ça marche plutôt bien puisque déjà le contrôleur est plutôt bien passé d'origine et en plus de ça on peut gérer la rotation du contrôleur si besoin sur la raquette. Alors petite nuance concernant les index contrôleurs, j'ai pu remarquer chez certaines personnes que le tracking des doigts se faisait pas super bien, notamment si par exemple on a des petites mains ou des mains qui sortent un petit peu de la norme en termes de dimension. Et ça peut être particulièrement gênant, je pense, dans certains jeux. A noter par ailleurs que, comme pour l'Oculus Rift S ou l'Oculus Quest, ou même le HTC Vive, on peut également activer les 2 caméras frontales et s'en servir comme délimitation de l'environnement réel. Par exemple, si j'avance en dehors de ma zone de room scale, je me retrouve avec mon environnement réel qui apparaît, voilà, en surligné bleu. Et donc qui me permet de savoir quels objets je vais avoir en face de moi alors que je suis sorti de ma zone sécurisée. Et donc voilà, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce petit Valve Index. Alors malheureusement, je m'étais peut-être un petit peu trop hypé au niveau du champ de vision et ça restera une petite déception. On est très loin de ce que peut proposer un Pimax 5K+, par exemple. Et donc même s'il y a quelques déformations dans le Pimax 5K+, ici on s'en rapproche même pas et on commence déjà à avoir des déformations. Et s'il y a un point que je pourrais peut-être reprocher à ce Valve Index, c'est peut-être celui-ci où il aurait pu être un peu plus ambitieux. Ça, et peut-être la qualité des contrastes et des couleurs aussi, qui malgré une très bonne qualité pour une dalle LCD, on regrettera quand même de ne pas avoir une dalle OLED Full RGB sur ce casque-là. Voilà, sinon pour tout le reste, c'est vraiment de l'excellent travail. Les gros points forts, c'est clairement le son, super environnement sonore, le micro aussi que je trouve vraiment d'excellente qualité, mais aussi le screen door effect, l'effet de grille, qui est vraiment minime, à tel point que dans certaines scènes, vraiment on le voit plus, on s'en aperçoit plus en tout cas. Voilà, autre point fort,
même si j'étais plutôt sceptique au début. Alors monter à 140 images par seconde, j'y arrive pas encore, mais monter à peu près 120 images par seconde, on sent quand même un certain gap de fluidité et c'est particulièrement agréable dans les jeux type Beat Saber où on a des cubes qui arrivent vers nous, ou des jeux où on a des balles qui fusent, etc. etc. C'est vraiment efficace et c'est super agréable. D'autant que ça vient renforcer aussi un peu l'effet de présence. J'ai pu remarquer que dans certaines scènes quand on se déplace, eh ben on a un sentiment d'immersion plus naturel à cette fréquence-là. Bon après le casque il est quand même pas donné. Est-ce qu'il vaut son prix? Je pense que oui. C'est sans aucun doute le meilleur casque qu'on a sur le marché aujourd'hui, en tout cas on va dire sur des tarifs grand public. Donc c'est celui qui est le plus haut de gamme, sauf si peut-être on cherche un champ de vision extra large. Mais sinon c'est celui qui est le plus complet, on va dire qu'il a la moyenne de prestations la plus haute. Et comme je pense qu'il s'adressait principalement à une cible de passionnés de nouvelles technologies, je pense qu'il vise complètement sa cible et que ce public-là ne devrait pas être déçu par ce casque. Et je vais m'arrêter là pour ce test. Je remercie encore énormément Great Xerox de m'avoir passé le casque pendant quelques jours. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez le casque à donner vos propres avis dans les commentaires. Et si vous l'avez pas, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt!